Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Ludovic Bois. STAPS de formation, il décide ensuite de partir se former au Canada. Ça a été l'une de ses meilleures expériences de vie. En rentrant en France, il décide de lancer son propre business et de monter sa box CrossFit, The Box CrossFit Limoges. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Ludovic. Comment monter sa box CrossFit en partant de zéro? Les difficultés à trouver un local. Comment trouver les financements? Quel type de prestations mettre en place dans une box? L'avenir du CrossFit en France et dans le monde et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Ludovic Bois. Bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode du Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Ludovic Bois. Salut Ludo. Salut Andy. Bonjour à tous. J'ai vu en fouillant donc, que tu étais honneur de boxe, que tu avais aussi, je crois, développé du matériel. Enfin bref, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans ton cerveau et que tu nous expliques un petit peu tout ça. Juste avant, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, pas de souci. Écoute, moi c'est Ludo Bois. Je suis préparateur physique à la base. J'ai fait des études en France et puis ça me plaisait pas trop ce que j'apprenais, on va dire. Je trouvais que c'était loin du terrain. Donc à l'époque, je travaillais déjà en préparation physique dans un club et j'ai décidé en fait de partir au Canada pour apprendre un petit peu comment travailler un peu de ce côté-là du monde. Et ça a été la meilleure expérience de ma vie, autant professionnellement, autant dans ce que j'ai pu apprendre et découvrir. Donc le job, c'était soit de rester là-bas, soit de revenir. Mais si je revenais, c'était pour monter un business, quoi, en fait. Pas rester dans le mode salarial, on va dire, en France, parce que je me serais senti en fait trop limité de mes mouvements, on va dire, pour exploiter un petit peu tout ce que j'avais pu apprendre, on va dire. Ok. Et tu es rentré par quel biais au niveau de la prépa physique? Ça s'est fait comment? Ouais, alors à la base, moi j'ai fait un cursus STAPS au tout début, parce qu'à l'époque j'hésitais entre faire kiné et rentrer dans le milieu de l'entraînement. Ok. Je ne savais pas trop, voilà, en fait, un peu comme beaucoup, je pense, sportifs à la base. Donc, je pratiquais beaucoup de hand, beaucoup d'escalade. Je me suis mis un petit peu à la muscu un peu tardivement, on va dire quand même, Mhm. mais j'en faisais un petit peu aussi. Et après, c'est plus quand j'ai commencé les études de STAPS où là, je me suis un peu plus impliqué en fait dans tout ce qui était préparation physique et puis muscu. Donc, j'ai Ok. fait une liste d'entraînement sportif à Limoges. Après, j'ai fait une maîtrise activité physique, ingénierie de la rééducation, je crois que ça s'appelait à Clermont, si je dis pas de bêtises. En gros, pour simplifier, c'est un espèce de truc à pas, un petit peu, mais Ok. orienté un petit peu plus pratique, parce que j'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir faire pendant cette maîtrise de travailler un petit peu sur l'électrostimulation en fait avec des membres en fait lésés, si tu veux. Ok. Donc c'était assez intéressant là-dessus. Et en même temps, je continue à travailler en fait à l'époque au Limoges 87, qui était à cette époque-là encore en National 1. Et l'année d'après, juste, ouais, on est monté en Pro D2. Ok. C'est ça, ouais. Ouais. Et c'est ça, quand j'ai commencé mon Master 2 à Poitiers, j'étais à Poitiers en fait pour faire continuer mon Master, mais c'était surtout en fait parce qu'il y avait le DU international de préparation physique de Bordeaux qui a été muté à Poitiers. C'est celui de Cazorla qui était à l'époque à Ouais, Bordeaux. à l'époque, j'avais vu et je m'étais aussi intéressé. Alors, je j'étais pas rentré dans le programme, mais ça m'intéressait bien, effectivement. Le programme m'intéressait fortement. Ouais. Ouais, c'est un petit peu ça qui m'a décidé à aller à Poitiers à ce moment-là. Parce que effectivement, il a été déplacé. C'est Laurent Bosquet qui revenait lui aussi du Canada à ce moment-là, qui venait de prendre en charge le département STAPS de Poitiers, qui est un bon ami de Georges Cazorla, si
j'ai bien tout compris. Et donc, c'est effectivement lui qui a repris la gérance en même temps de ce DU évaluation et préparation physique internationale à ce moment-là. Et ce qui me plaisait dans cette formation-là, c'était justement l'ouverture qui avait. À l'époque, ça n'existait pas trop des DU dans le cadre universitaire, je crois, parce qu'il y avait quelques trucs privés qui se montaient. Mais dans le cadre universitaire, des DU comme ça qui étaient ouverts entre. Il y avait des gens qui sont venus d'Espagne, d'Italie, de Suisse, d'Allemagne, de Russie, du Canada. Donc, ouais, tu vois, c'était quand même assez ouvert et tu avais des visions de gens et de cultures de gens un peu différentes. Donc, c'était Qu'est-ce qui vraiment. t'a marqué, toi, par rapport à ça, le plus? Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est ce qui est devenu un petit peu mon mentor à l'époque, et ce l'est toujours, hein, mais je garde un petit peu contact avec lui aussi. C'est Raymond Veillette qui a intervenu. Raymond Veillette, c'est un très, très bon préparateur physique canadien, donc québécois plutôt, qui est basé donc, à l'Université de Laval. C'est Québec, l'Université Les Rouges et Or. Et, lui, il a eu plein de choses en charge. Il a eu des skieurs olympiques, il a eu le foot canadien. En gros, là-bas, tous les 2 ans à peu près, ils sont champions du Canada à l'université. Donc, c'est pas l'université américaine, mais c'est quand même pas loin. Ça n'a rien à voir avec l'université française, quoi. C'est quand même quelque chose qui est très développé. C'est quand même des athlètes étudiants qui vont aller faire des répétitions de sprint à 6 heures du matin. Donc, c'est ça qui me marque. Je suis pas sûr qu'en France, ça marche. Non, tu vois, il y a ça. Et c'est l'implication en fait de ces athlètes qui a été impressionnant. Ça aussi, ça m'a marqué là-bas avec lui, parce que j'ai été avec lui sur le terrain directement. Et puis, il s'occupait aussi en même temps d'un camp de NHL, c'est-à-dire en fait des hockeyeurs du coin, donc du Québec principalement, qui revenaient en hors saison en fait s'entraîner avec lui spécifiquement. Ouais, donc Donc c'était là, quand même une pointure du coup. ouais, c'était impressionnant. La petite anecdote, c'est que moi, j'y connaissais pas grand-chose au hockey à cette époque, quand je suis arrivé là-bas. Même pas grand-chose du tout. Je connaissais à peine les règles, tu vois. Donc, je suivais pas du tout le hockey plus que ça. Et quand il m'a présenté, en gros, au groupe d'entraînement, entre guillemets, je connaissais personne. Mais après, je me suis renseigné, évidemment, et puis je me suis aperçu qu'en fait, j'étais avec l'élite en fait, de la NHL, mais vraiment l'élite, tu vois, des gens capitaines des Bruins de Boston, tu vois, qui s'entraînaient avec lui, plein d'autres gars. Il y avait Desharnais aussi, qui était un attaquant des Habs de Montréal. Enfin, voilà, donc plein d'athlètes de très très haut niveau qui s'impliquaient énormément en hors saison. Et ça aussi, c'est quelque chose qui te marque dans le sens où tu vas pas retrouver ce même engagement en France. En tout cas, moi, je l'ai jamais retrouvé dans les clubs que j'ai fait, que ce soit en basket pro A ou en Pro D2 hand ou même en LNH, parce qu'ils sont montés après en LNH. Pourquoi selon toi, il n'y en a pas ce… Alors, la concurrence déjà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même être un peu honnête, hein. C'est, comme je te disais, rien qu'à l'université, déjà, pour le foot américain, foot canadien, tu avais déjà énormément de monde qui se battait déjà pour avoir de la place. Et donc, c'est des athlètes déjà qui ne sont pas pros, hein, ils ne gagnent pas un centime. Et ils ne sont pas comme aux États-Unis avec potentiellement des avantages financiers, etc., des maisons, des apparts. Non, c'est beaucoup plus codifié. C'est uniquement en fait le fait d'avoir un objectif de passer pro à un moment donné. Et tu as une espèce d'émulation comme ça qu'il y a dans ces groupes-là que tu ne retrouves pas chez nous parce que nous, on ne le met pas en place de toute façon à ce niveau-là. Et deuxièmement, qu'est-ce que je te dirais d'autre aussi, c'est la culture la culture physique de l'effort n'est pas pareille. Ils vont avoir une vision de te dire qu'en fait, ce pourcentage que tu peux gratter au niveau physique, peut-être qu'ils vont dire c'est peut-être que 3%, 4%, 5%, mais comme dit, c'est toujours 5% de plus que les autres. Ça, c'est assez rare et moi, je l'ai très peu entendu avec mes athlètes en France. Alors, dans les athlètes de sport collectif, parce que c'est vrai que je me suis occupé de nageurs aussi et là, eux avaient peut-être un peu plus cette mentalité-là quand même. Mais dans les sports co, en tout cas en France, non, il n'y a pas cette mentalité de se dire que 2-3%, ça va être suffisant pour dire il faut que je m'investisse un petit peu plus. Tu vois, pour eux, il faudrait que cette partie physique elle prenne une part
énorme, quoi, que ce soit 20-30% pour qu'ils se disent vraiment, ok, bon, peut-être qu'on va le faire. Puis tu as la culture de la compète, je dirais, en troisième, Mmh. qui, qui est partout, qui est partout pour tout. Sur les, bon, ça, tu peux le retrouver un peu partout, même dans les clubs, hein, ou même à l'échauffement, tu vas toujours avoir les teams qui sont créés, qui veulent battre l'autre. Mais c'est plus intense, je trouve. Ça va être sur tous les petits détails. Ça va être genre à l'entraînement déjà, à l'échauffement, tu vois, déjà, ça va être. Je vais te dire un exemple complètement débile comme ça qui me vient, mais c'est genre simplement une petite rotation externe à l'élastique, tu vois. Ça va être le gars, ils vont se regarder entre eux et puis ils vont peut-être faire une ou deux reps de plus, tu vois, juste comme ça, un petit clin d'œil vite fait. Puis ça va relancer après sur l'échauffement haltéro. Puis après, ça va se challenger un petit peu plus avec une série extra max s'il y a besoin derrière. Enfin, ça Ouais, va tout être le monde toujours. essaye en fait du coup de se tirer vers le haut, quoi, pour le coup. Ouais, voilà, t'as toujours t'as toujours ce petit truc. Voilà. C'est un peu difficile pour moi de mettre un mot précis dessus, mais c'est un truc que tu ressens, c'est que si tu as envie d'être challengé, tu vas toujours être challengé et tout le monde va tout faire pour que tu puisses avoir l'écosystème en gros pour te challenger. OK, Chez nous, ça va moins être le cas, je trouve. Voilà, c'est mon point de vue. OK. Et du coup, ce diplôme, il a duré combien de temps? C'est 1 an, c'était ça? Ouais, c'est un... Ouais. ouais. Et donc, à la suite de cette année, tu décides de faire quoi? C'est là où tu décides de partir au Canada? Après, ouais, de revenir l'année d'après, ouais, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, je reviens l'année d'après. À ce moment-là, je fais une courte pause, on va dire, dans la prépa hand du club. Mmh. Et ouais, effectivement, je reste là-bas un peu plus de 3 mois à ce OK. moment-là. Et puis en fait, ça a été plus un choix après un peu personnel, dans le sens où j'étais avec quelqu'un, je suis toujours avec la même personne d'ailleurs. Et, et ça aurait été difficile en fait qu'elle vienne travailler sur place là-bas. Donc j'ai fait un choix de revenir et de monter une structure ici en fait, en France, OK. à ce moment-là. Dans l'optique aussi, à l'époque, hein, en tout cas, maintenant je l'ai un peu perdu, je t'avoue, tu un peu découragé, mais j'avais une optique d'essayer de ramener un petit peu quand même ce fonctionnement-là et essayer de l'appliquer un peu plus, on va dire, dans les clubs avec lesquels je travaille. Donc toi, tu as toujours voulu, être dans la préparation physique et on va dire, coacher la performance? Ouais, moi, je suis fasciné, alors pas que dans le sport, tu vois. Donc, là, je suis dans le sport, effectivement, et j'adore le sport, c'est mon truc, mais je suis toujours intéressé, en fait, par les gens qui cherchent, qui se challenge, et peu importe les activités. Moi, je suis un grand fan de chercheurs un peu savants fous, par exemple, tu vois. Enfin, j'adore suivre l'histoire précise et toute la bibliographie, tu vois, de Tesla ou des gens comme ça. C'est des gens qui me fascinent, Léonard de Vinci. C'est des gens qui sont tout le temps en train d'essayer de faire quelque chose, d'essayer quelque chose, et pas avec la doctrine du moment forcément, tu vois. C'est des gens qui, si tu les connais un petit peu, ouais, c'est qui n'ont jamais été dans le courant de l'époque, on Ouais, va dire. sortir des sentiers battus et puis, Ouais, créer leur exact. propre histoire, quoi. Et généralement, ces gens-là, bon, ils font partie des gens qui ont fait des choses les plus extraordinaires, ou en tout cas, leurs idées ont été reprises pour faire des choses les Mmh. plus extraordinaires. Et donc tu reviens, du coup sur Limoges, c'est ça? Ou Ouais. c'est ouais, c'était à quelle année? Quelle année? Putain, ça date maintenant. Je te dirais 2012. Ça doit être 2012. OK. Ouais. Et donc c'est là où tu montes ta box? 2012-2013. Et c'est là où je commence à monter ma structure. J'avais découvert en fait le CrossFit, si tu veux, un petit peu à l'époque, déjà là-bas. Mmh. Et pas plus que ça quand même, mais je m'étais posé des questions en fait sur ça. Et je me suis un peu plus intéressé à ça tout simplement, et j'ai vu qu'en France, il y en avait, à l'époque, il y avait CrossFit Bordeaux qui existait. C'était la 197 box de maintenant. Il y avait, je crois qu'il y avait juste CrossFit Lyon, Montpellier aussi, non? CrossFit Montpellier. Ouais.
Je crois que c'est ça. À l'époque, quand j'ai commencé à regarder, ouais, c'était ça. 1, 2, 3. Ouais. Et je me suis dit, c'est bizarre que ça soit pas un petit peu plus développé, tu vois. Et donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu pourquoi c'était pas développé encore. Et en fait, c'était pas développé, j'ai trouvé, uniquement parce que les gens s'y étaient pas encore intéressés. Il y avait rien d'autre que ça en fait, que j'ai trouvé comme argument. Donc je me suis dit, en même temps, vu que moi j'avais toujours pour objectif de monter une salle de préparation physique, et je me dis, renseigne-toi un peu plus sur le CrossFit parce que ça vaut peut-être le coup de faire les deux, en fait, de lier les deux dans la structure. Donc je me suis intéressé de plus en plus à ça, j'ai suivi plein de vidéos, j'ai essayé de reproduire un petit peu tout ce qui se faisait à l'époque. Évidemment du côté américain, parce que comme je te disais, comme tu le sais aussi, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose qui existait en France. J'étais à CrossFit Bordeaux plusieurs fois. Et puis voilà, j'ai passé mon level 1. Et puis le projet de salle s'est monté en fait en même temps. Donc j'ai importé du matériel à l'époque alors c'était Muscle Drive, c'était la marque de Penley, de Greg Penley qu'il avait monté à l'époque, qui était une super marque, vraiment top qualité. Et cette marque, elle n'existe plus d'ailleurs. Mais elle n'existe plus parce que je crois que, si je dis pas de bêtises, il y a eu des problèmes de santé et maintenant il est décédé, mais je crois qu'à l'époque, il a laissé un peu tomber la gestion de ce côté-là, on va dire, matériel. Et bon, je sais pas pourquoi derrière les gens qui étaient à la tête de cette boîte, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé pour que cette boîte s'arrête. Voilà. Ok. Et ça a été difficile pour toi comment ça s'est passé la création de ton centre? Ça a été difficile, ouais. Je pense que comme première expérience de création, vraiment, tu vois, dans le vrai, où tu mets toutes tes économies, où tu te prends des claques un peu partout, où on t'accueille pas forcément très très bien avec ce projet parce que on me dit c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées? Les premières difficultés, trouver un local déjà. Ouais. Dans ma ville, c'était compliqué parce que je voulais absolument quelque chose en centre-ville et j'avais rien en centre-ville. Donc j'ai commencé à regarder un peu à l'extérieur. Là, c'était tout de suite dans des zones industrielles et les tarifs, au vu du budget et du business plan que je m'étais créé, c'était hors budget, quoi. Tu étais parti sur quel budget à l'époque, tu te souviens? Tout compris, je crois que j'étais entre 80 et 90 000 euros, tout compris. Avec le prêt de la banque? Le matériel, fonds de roulement, machin. Ah oui, ok. Okay. Ouais, je suis parti sur vraiment. Ouais. Et les difficultés autres, les fonds, l'argent, tout simplement. Clairement, les banques, j'ai eu 7 refus du dossier qui ont été montés avec un expert comptable. Pourtant, donc là-dessus, il n'y avait pas de souci, c'était vraiment carré. C'était suivi. J'avais un apport de 20 000 euros quand même, tu vois, et je demandais en gros le reste, donc 70, j'ai pris 65 000 de crédit à la fin, ouais. Donc ouais, c'est ça, un budget de 85 000, tu vois, ouais. Donc ouais, 7 refus pour les mêmes raisons à chaque fois. En gros, on ne connaît pas l'activité, voilà, ça nous emballe pas. Encore une salle de fitness, pourquoi le budget est si faible? Pourquoi les gens iraient payer plus cher qu'une salle de fitness? Voilà, bon, après, tu peux expliquer comme tu veux, mais c'est pas pareil, etc. Pour eux, dans leur tête, ça fonctionnait comme ça. Et puis, vu que tu n'avais pas d'exemple en France à l'époque, voilà, il n'y avait pas d'exemple, donc voilà, point. Donc, en fait, je me suis démerdé à prendre de l'argent, en fait, avec d'autres entreprises pour commencer. C'est-à-dire, comment ça? De quoi? Comment ça, d'autres entreprises? Tu as fait comment? En fait, investi dans le projet, en fait. Ah, ok. Et comment tu as fait pour les on va dire les embriguer dans le projet, les amener avec toi?
Le plus gros, c'est parce que c'était une connaissance et qui cherchait à ce moment-là en plus à placer, de l'argent en fait. Et après, c'était d'autres personnes que j'ai trouvées en fait dans des groupements, d'entreprises Ok. qui pareil, le même principe en fait, cherchaient à aider aussi les «jeunes entrepreneurs» entre guillemets, qui n'avaient pas de fonds, tu vois? Mais aussi qui évidemment voulaient placer de l'argent pour, faire des petits quoi. Ok. Ça Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais une sorte de business angel un petit peu. ouais, bah, voilà, on peut le résumer à peu près comme ça, voilà. Et Moins pas aussi ça codifié, se mais passe comment au niveau du deal enfin, il y a je suppose que voilà, forcément, ils veulent un retour sur investissement, il y a un contrat, il y a ils ont le droit de regard sur ce que tu fais. Enfin, comment ça se passe? ouais, bah, comment ça se passe? Bah, en gros, tu négocies tes clauses, et cetera au tout début. Moi, j'avais pas d'expérience là-dedans, donc voilà, je vais pas te dire que j'ai négocié de la meilleure des façons forcément, mais au moins ça m'a permis de faire mon projet. Parce que de toute façon, il y avait rien d'autre. Donc je te dis après 7 refus de banque, Mmh. tu vois? Hein, il reste pas grand-chose, tu vois? Donc ouais, en gros les clauses, bah, c'était des pourcentages, hein, de toute façon sur les parts, hein. OK. Clairement, OK, OK. c'était ça, pour Et résumer. est-ce que, Et du coup, c'était genre, un pourcentage sur X années et au fur et à mesure, ils s'en vont de la société ou ils sont toujours avec toi ou comment c'était quoi le deal? ouais, c'était le deal, ça a été mis par contre dès le début et ça, là-dessus, ils ont été, très corrects, tu vois? Là-dessus, il y avait pas de souci. C'était le but effectivement, c'était que je rachète tout, la fin et voilà, c'était pas qu'ils restent éternellement pardon, dans la société. Dans ma tête et comme je leur ai présenté aussi, c'était en gros une fois que ça commence à marcher, j'ai la possibilité de demander à une banque un crédit, qui va me permettre de racheter, tu vois? D'accord, En OK. gros, le plus vite possible. OK. Voilà, pourquoi? Parce que, d'une part, les pourcentages, qui prêtaient l'argent, bah, étaient quand même assez élevés. Donc automatiquement, bah, ça me faisait une perte d'argent et donc le but, c'était de racheter le plus vite possible, on va dire. OK. Donc j'ai pu faire ça assez rapidement, au bout de 2 ans Ouais, OK. et avec, une banque, voilà, Donc là, du qui a coup, eu tu es revenu après 2 ans, à travers une banque qu'ils avaient refusé. Tu leur as dit: «Voilà le modèle, voilà les premiers chiffres que j'ai» et puis, ça a été beaucoup plus facile? voilà, bah, c'est ouais, c'est ça, ouais, clairement. J'ai eu 2 validations. J'ai fait que 3 banques à ce moment-là, parce que je savais, en fait, j'avais eu déjà 2 validations, en fait, 2 banques qui sur OK. 3 qui m'avaient, dit OK et ouais, je suis parti avec une banque. Voilà, un crédit évidemment, pour, racheter tout ça et cetera, voilà. OK, C'était le début, intéressant, intéressant. OK. 1er local. Et du coup, comment se sont passés les débuts? Parce que généralement, quand on ouvre une structure, on va dire la première année, les premières années sont, voilà, il faut lancer la machine. Ça a été comment pour toi? Ça a été, pareil, grosse remise en question enfin remise en question, gros investissement, personnel sur, la communication et le marketing, tout ça, qui est pas du tout mon fort et même à l'heure actuelle, hein, ça l'est toujours pas. Hem, mais effectivement là-dessus, j'essaie de me faire conseiller avec des gens dont c'était le métier, déjà. On a fait des trucs, plein de trucs, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais dont la moitié n'a pas marché, mais l'autre moitié a marché. Mais ouais, j'ai perdu beaucoup de temps et cetera, effectivement, sur plein de choses. Donc ça m'a permis d'éclaircir, pour la suite, ce qui marchait, ce qui marchait pas, tu vois, pour moi, dans mon secteur. Comment ça s'est passé aussi? On va dire que j'avais cette chance, c'est que, j'avais encore mon métier de préparateur physique. Donc vu que j'avais une salle, en fait, les clubs avec qui je travaillais, pro ou quoi, je les faisais venir dans ma structure. Donc d'une, ça me faisait de la pub quand même, faut être Ouais. honnête et de 2, Tu ça me avais faisait déjà tu déjà du chiffre d'affaires qui tombait, quoi. exactement, voilà, c'est ça. Comment Donc tu étais au niveau, du coup, au niveau mindset? Parce que tu as la pression du coup des personnes, qui t'ont donné de l'argent et que toi tu veux rembourser, enfin tu veux que ça marche rapidement pour, justement, les sortir de tout ça. Comment tu étais niveau mental? au tout début, tu dors pas spécialement bien, ça je te le cache pas. Mais après, mais assez vite, hein, vraiment au bout de 1 ou 2 mois, tu vois, que j'ai lancé le truc,
j'ai vu que ça se lançait, que ça se faisait comme je l'avais pensé. Voilà, que j'arrivais à faire ce que j'avais pensé, que j'arrivais à grossir à peu près comme j'avais pensé, etc. Donc au final, je pensais quasiment plus à ça au bout d'un moment. Et Parce que là, pour moi, dès le début, tu ouvres à des personnes autres que des sportifs de… Ouais. totalement ouvert, ouais. À ce moment-là, j'ai ouvert les deux. Vraiment, j'avais ouvert la salle de CrossFit et puis la salle de prépa avec les clubs. Ouais. Ok, J'avais les deux. ça Donc marche. ouais, je te dis, voilà, j'y pensais. Au bout d'un moment, voilà, 2 mois, j'y pensais plus. Parce que pour moi, j'étais déjà lancé et c'est comme si j'avais validé une étape, en fait, si tu veux. Donc maintenant, je me disais, OK, maintenant c'est la suite. Voilà, maintenant on continue de travailler en gros pour que je puisse avoir des chiffres à donner, et que les banques puissent me donner le crédit et puis voilà, basta, prochain truc. Clairement, c'est ça. Et dès que ça s'est fait après, pareil, au bout de 2 ans, dans ma tête, c'était déjà, j'anticipais le fait de me dire, OK, tu es en location, tu payes cher, maintenant, ça serait bien que tu aies ton propre bâtiment. Tu Mhm. vois, j'ai ce truc où je réfléchis tout le temps et j'ai besoin d'anticiper énormément de choses à l'avance et de faire plein de projets à l'avance. Donc voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça et je continue à fonctionner comme ça. Donc là, donc tu as changé de bâtiment pour acheter ton propre Ouais. bâtiment? Ouais, j'ai pas racheté là où j'étais, mais ouais, j'ai acheté voilà, avec une SCI, effectivement, j'ai acheté un bâtiment où on est actuellement depuis 4 ans maintenant. Ok, 5 ans, excellent. Comment s'est bientôt. fait la recherche et la transition? Tu as cherché à côté de… Parce que moi aussi, c'était un peu une logique de chercher à côté pour garder les membres et pour pas tu vois, les emmener à une demi-heure de route. Ça a été quoi, toi, ta logique par rapport à ça? Alors, on a l'avantage que chez nous, t'as pas de bouchon entre guillemets. Donc que tu sois du moment que tu restes autour de la ville, que tu sois au nord de la ville ou au sud de la ville, tu vois? Ouais, Voilà. ok. Du moment que tu vas pas dans les zones industrielles et cetera autour, tu vas pas perdre de temps. Donc là-dessus, je me disais: «Ça va pas gêner grand monde, je pense» et j'avais un objectif, c'était de développer un peu, tout ce qui est, running, un peu WOD endurance, tu vois? Nous, on appelle ça, maintenant. Mhm. Où voilà, on court, on fait un peu de rameur, et cetera. Donc on utilise, un endroit boisé où on peut courir, où on est peinard. Donc moi, je voulais absolument me rapprocher des bords de Vienne. Chez nous, c'est le bord de la rivière fleuve qui passe, à Limoges Mhm. et je voulais absolument me rapprocher de là-bas. Donc dès le début, de toute façon, je me suis focalisé, si je me délocalise, c'est proche de ça. Voilà et j'ai fait un petit sondage avec les adhérents, tu vois? Ça allait voilà, ça je crois que sans exagérer, on a perdu une adhérente qui habitait juste à côté, c'était la maison à côté de la salle. Et en Ouais, fait, elle était venue à la salle juste parce que c'était à côté de la salle. Ça aurait ok. été n'importe quoi d'autre, je pense. Voilà, ça aurait été pareil. Ok. Donc, non. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que là, si tu as ouvert en 2012, un peu comme moi, 2012-2013, ça va bientôt faire 10 ans. Qu'est-ce que tu retiens de ces 10 années? Qu'est-ce que je retiens Le premier truc que je dis à chaque fois, c'est j'ai l'impression à chaque fois que j'arrive à un palier où je vais me dire, je vais avoir du temps, en gros, tu vois. Je vais pouvoir profiter un petit peu. Et il y a toujours quelque chose qui fait que soit tu as des problèmes, soit tu as un besoin de continuer à avoir un autre projet, en fait. Donc j'arrive pas, pour l'instant, à me stabiliser vraiment, même au bout de 10 ans. Heu, Ça, c'est le premier truc, parce que c'est un objectif que j'aimerais avoir et que j'arrive pas à avoir pour l'instant. Qu'est-ce qui te manque selon toi pour arriver à prendre plus de temps du coup? Heu, je pense que l'un des problèmes qu'il y a eu, là-dessus, c'est que je trouve que j'ai grandi, assez vite et peut-être que j'aurais dû passer un peu plus de temps, à valider des paliers intermédiaires qui m'auraient permis peut-être comment dire? De moins enfin ouais, De plus de structuré? clôturer certains problèmes, d'être mieux structuré avec certains trucs
et de plus avoir actuellement à les traiter en parallèle d'autres choses que je fais, quoi. Ça, je pense que c'est Là, aujourd'hui, au niveau de la structure, ça donne quoi en termes de superficie, en termes de membres d'adhérents, de coach? Comment tu fonctionnes? on a entre 600 et 700 mètres carrés d'un salle. Donc ouais, c'est une belle salle, on est Ouais. super content. On a un espace extérieur avec, depuis l'année dernière, on a fait un couloir d'air synthétique en fait, de 60 mètres de long sur 4 mètres de large, où on peut un peu tout faire, quoi. Voilà, des chariots, des courses, des marches sur les mains, enfin voilà, un peu de tout. On a une zone extérieure qu'on a construite aussi et qu'on utilise pour une compétition qu'on organise tous les ans. Donc, ça fait 8 ans maintenant qu'on fait ça, c'est le Open the Box. Mhm. Et ça grossit chaque année. Et donc ça, on a monté une structure, une dalle, etc. pour ça, et qu'on utilise évidemment en même temps pour ces WOD endurance en particulier. Et juste à côté, j'ai accès à la Vienne. Il y a un chemin qui fait le tour de la rivière, au bord, etc. Donc ça, c'est cool. Parce qu'on est vraiment juste à côté, hein. Quand je te dis à côté, c'est 5 mètres, quoi. Ok. C'est vraiment juste. On ne peut pas être plus près, en fait. C'est pas possible. Donc ça, c'est chouette pour ça. Et, en termes de coach, on est à temps plein 3 maintenant, avec moi 4, Ok. plus un intervenant. Et Voilà. à l'intérieur, du coup, tu fais quoi? Que du coaching de groupe? Tu as développé du coaching privé? Tu as développé de la nutrition? Tu as développé des kits? Tu as fait quoi à l'intérieur? Alors ouais, alors principalement nous c'est du CrossFit en groupe qu'on fait parce que d'une part c'est ce qui marche le mieux globalement et de deux aussi c'est ça qui me représente aussi. C'est le fait d'être en groupe et pas tout seul. Mhm. C'est pas trop mon créneau, voilà, l'entraînement tout seul, etc. Donc vu que c'est ma salle, ça me représente pas trop. Donc ça, pas trop. Du coaching privé, effectivement, pas trop non plus, sauf avec des athlètes par-ci. Après, on accueille tous les ans, je garde quand même un contrat de prépa physique. Donc là, par exemple, on a le pôle espoir, enfin, ça s'appelle plus comme ça, mais ça s'appelle CAF, natation, qui s'entraîne chez nous en prépa physique. Des kits, ouais, on a développé des kits qui sont pas mal. Ils sont une bonne quarantaine, on va dire. Le mercredi après-midi et le samedi matin. Mhm. Les voies d'endurance, on a pas mal développé, comme je te disais aussi. J'ai quand même une population aussi maintenant d'adhérents qui ils font pas que du voie d'endurance, mais on va dire que s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'on les aurait perdus. Voilà. Donc, Après, on a tu les prépares à des courses? Tu t'as mis tout en place Alors, on organise des trucs, on les challenge mais après, moi, j'ai été clair dès le début, on fait pas ça spécialement pour les préparer à des courses. Ça va les aider, c'est sûr, c'est évident. Et à une époque, il y a même quelques années, j'avais fait des cycles exprès pour ça même. Après, j'ai un peu laissé tomber, je t'avoue, parce que la course à pied uniquement, c'est pas mon grand kiff et j'avais pas non plus la majorité de la population qui était attirée par ça. Donc ça allait pas, en gros. C'était pas stable, autant financièrement qu'autant humain. Donc on est resté sur un truc plus global. Pour définir un peu ce qu'on fait, j'ai envie de te dire, c'est presque du crossfit, mais tu enlèves des mouvements d'haltéro et les mouvements de gym. Ça se rapproche du cross-training ou du functional fitness avec du cardio, quoi. Un Ouais. peu. En fait, c'est quelque chose qui est pas très compliqué, il faut être honnête, à coacher techniquement, parce que tu enlèves tous les mouvements un peu complexes. Ouais. Donc, ça permet aussi d'avoir une population qui n'a pas envie de se Prendre trop focaliser la tête, sur ouais. de l'haltéro ou de la gym avancée, tu vois. Ça leur va très bien, par exemple. Donc ça, c'est bien. Et c'est un super complément aussi pour ceux qui font l'essence de CrossFit classique ou autre, et qui ont juste envie de se la mettre avec un pote à un moment donné, juste sur un truc simple, tu vois, rameur, course, burpee, par exemple. Et voilà. Donc ça permet de lier beaucoup de populations qui ont des objectifs différents. Et on peut accueillir aussi sur ce type d'entraînement plus de monde que sur des cours de CrossFit. Parce que chez nous, c'est vrai qu'on limite énormément en volume. Alors que sur les voies d'endurance,
Je peux monter à 18, 20, ça ne va pas me déranger en fait. Ok. Et sur des watts classiques, du coup, tu es à combien? Tu limites à combien? Si on est entre les SP et les WOD, on va être entre 10 et 15. Ok. Et en termes Donc, de planning, tu t'organises comment? Il y a des cours toute la journée ou c'est vraiment spécifique, un peu comme tout le monde, matin, midi, soir? Comment? alors, nous, le matin, c'est nul. On a essayé de mettre des cours à différents horaires le matin, ça n'a jamais pris. On a essayé 6h30, 6h40. On a essayé à tout début aussi, on avait fait 8h. On a fait 9h30. On n'avait personne, quoi. Vraiment personne. Donc là, actuellement, j'ai 11h, midi 15, 13h30 des fois, 16h20, 17h45, 19h, 20h15. Et tu doubles le soir avec une ou deux spé en plus. Ok. Voilà. Tu as quelle philosophie, toi, dans ta box CrossFit? C'est quoi ta vision? Quel type de profil d'athlète, de membre tu attires? Je vais te dire, des gens qui ont besoin et qui ont envie de se challenger, mais qui aiment quand même vivre. C'est-à-dire que, par exemple, là, actuellement, c'est les Open. On organise ça et tous les soirs, donc on les fait tous passer en fait dans la même soirée. Ouais, Ça, c'est un truc. Donc on organise un truc avec des plannings, des vagues, machin, des juges, voilà. Et derrière, on met food truck, petit bar en place, etc., piste de danse, machin. Et c'est full, tu vois, les gens, ils restent pas. Pour la soirée justement de la semaine dernière, c'était pour mon anniv. Donc sur le coup, j'avais prévu de finir un peu plus tôt et qu'on puisse aller dans un bar où j'ai pas à faire le ménage, etc., quoi, en gros. Ça s'est terminé à quelle heure l'histoire? Et ça s'est en gros jamais terminé, impossible de les faire partir, quoi. Donc ça s'est terminé à 3h ou je sais plus, mais voilà, c'est. Ouais, mais c'est là où tu te rends compte que tu as vraiment créé quelque chose, tu vois. Ouais, mais je suis d'accord. Ouais. Parce que C'est plaisant de te dire effectivement que d'un côté que ils n'ont pas envie de partir, tu vois, entre guillemets. Donc ça, c'est tu sais, chouette. quand tu vois que tu vois des personnes qui ne se connaissaient pas aujourd'hui, elles vont faire, elles partent en vacances ensemble, elles vont faire des soirées, des trucs. Je me dis, tu vois, j'ai réussi à connecter des gens, tu vois. Hormis, moi, oui, on s'est réunis pour faire un entraînement ensemble ou les amener à faire du sport ensemble, mais en soi, c'est bien plus que ça, tu vois, notre business. Ouais, mais en tout cas, c'est ça qui, ouais, comme tu dis, tu parlais de philosophie, c'est ça que moi j'ai toujours voulu mettre en place parce que moi je suis comme ça, mes adhérents ils savent très bien, quand je m'entraîne, je vais au bout de moi-même, mais au bout du bout, quoi. Ça, je sais pas tricher là-dessus. Quand voilà, je suis à fond. Mais quand l'entraînement est fini, voilà, c'est terminé et je suis plus du tout dans le mode entraînement suivi, on va dire. Alimentaire très très précis, récupération optimale, etc. Ça, ouais, pour mes athlètes, parce que c'est un vrai objectif professionnel ou d'une vraie perf à aller chercher. Mais juste pour t'améliorer, te sentir bien, mais même si tu veux faire des compètes simples, de CrossFit aussi, à trop vouloir te rendre une Formule 1, tu finis par pas pouvoir assumer, quoi, en fait. C'est un peu ça. J'ai l'impression qu'en ce moment, mais parce que c'est un sport qui est jeune et qui évolue aussi, mais tu as trop de gens qui veulent trop faire du professionnalisme sans l'être. Voilà, en fait. Donc, il va y avoir, que ce soit même au niveau équipement, tu as des trucs, des fois, c'est un peu la folie, mais c'est comme tout. Tu vois, c'est pas, je pense pas du tout que c'est spécifique au CrossFit, c'est spécifique au CrossFit parce que c'est un sport qui est jeune et qui est accessible quand même pour pas mal de monde. Donc voilà, tu brasses une énorme type de population d'un coup et qui veut se challenger, qui peut participer à des compétitions parce qu'il n'y a pas besoin de faire des tours, un championnat très précis, tu vois, tous les week-ends comme notre Sportco ou des vraies compétitions comme en fédération, on va dire. C'est organisé un peu plus à la cool. Tu as des athlètes, toi, de CrossFit? Tu as des bons athlètes? Ouais,
Ouais, ouais, on a des gens qui turbinent hein, pas mal. Non, non, vraiment. Bon, on en a Alors, une qui qu'est-ce est. que qu'est-ce que tu leur as mis en place ou qu'est-ce que tu as mis en place pour ce type de profil de personne? Alors, moi, personnellement, j'ai rien mis en place à part ils ont un espace qui est attitré où ils peuvent, tu vois? Et voilà. Ils vont pas ils vont pas interférer avec les cours ou quoi que ce soit, donc ils peuvent s'organiser comme ils veulent et ils accèdent à la journée, à la salle n'importe quand. Donc ça, c'est le truc. Moi, je vais pas proposer de programme plus précis que ça, pour la simple et bonne raison que j'ai pas le temps, d'une, et que si je commence à me focaliser sur ces profils-là vraiment, moi en tout cas, je vais perdre du temps, dans l'organisation, des événements de la salle, dans l'organisation des séances avec les gens qui se focalisent pas sur la compétition précise. Et c'est mon objectif en fait. Ça, comme je te disais, c'est la philosophie de la salle, etc. Donc ça, moi, je peux pas me permettre de passer outre et de faire quelque chose de spécifique pour eux. Donc, Mmh. il y a des gens qui peuvent le faire par contre, qui m'aident. Et là, surtout, on a commencé vraiment, vu qu'on est un petit peu plus nombreux. Je te disais, on vient juste de recruter une autre coach depuis là, en fait, depuis cette année. Donc, ça va permettre de libérer un peu plus de temps. Et on a prévu pour septembre d'avoir un de mes coachs en fait qui va être attitré au suivi des compétitions. On va créer un club officiel aussi de compétition de powerlifting, de weightlifting. Donc vraiment, on va développer cet aspect compétition, mais ça va pas être moi directement qui vais m'en occuper. C'est Ça quelque chose. correspond, les compétiteurs, ça correspond en termes de pourcentage par rapport au nombre de membres? C'est rien. C'est rien. Alors je te dis, les compétiteurs qui, qui veulent vraiment avoir un profil vraiment compétiteur, parce que j'ai plein de compétiteurs qui font des compètes de CrossFit et qui sont pas trop mauvais aussi, hein, vraiment, mais ils vont quand même continuer à faire que les watts de la salle, tu vois. Mmh. Parce que nous, j'ai cette prétention que on a une planification et on a une adaptation parce qu'on connaît beaucoup nos membres, qui fait qu'on va rendre des choses très spécifiques pour eux, en fait. Ce qui Mmh. va pas forcément être le cas dans d'autres salles aussi, hein, mais j'ai la prétention en fait que nous on le fait, ça Mmh. c'est sûr. Et j'ai cette prétention parce que j'ai le retour des adhérents quand ils partent et qu'ils vont dans d'autres salles parce qu'ils sont mutés ou autres. Voilà, on en discute pas mal parce qu'ils rentrent régulièrement voir de la famille et des trucs comme ça. Et voilà, je sais qu'on est bien. Voilà. OK. Et on entend beaucoup avec les honneurs, toi, ton avis par rapport à l'open gym, pour, contre, c'est quoi ta réflexion par rapport à ça? Je te le résume en une phrase. Du moment que l'open gym, en gros, n'empiète pas sur les WOD, ça me dérange pas. Aucun souci, rien. À partir du moment où ça va impacter les WOD, voilà, c'est pas possible. Donc nous, dans la salle, c'est fait en sorte pour que ça ne le fasse pas. Et ça ne le fera jamais, voilà. OK. Donc j'ai pas de encore une fois, j'ai un gym qui est possible pour les gens, par exemple, mais il y a très peu de gens qui y vont. D'accord. Vraiment. On n'a Mmh. pas, tu vois, j'ai pas ce autant il y a quelques années, tu m'aurais posé cette question-là, je t'aurais peut-être dit que j'avais un peu peur effectivement, qu'il y ait trop de monde qui aille, que ça devienne un peu n'importe quoi. Et puis voilà, là, par exemple, cet après-midi, il y en a un, tu vois? Mmh. Depuis toute l'après-midi, quoi, il y en a un. En fait, les gens, ils veulent pas, comme ils disent, ça les intéresse pas, en fait, de s'entraîner tout seul. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Ils veulent venir absolument sur les cours. Et pour te donner un autre indice, là-dessus, nous, on a un taux moyen, je te dis bien moyen, donc tous les gens vraiment compris, tous les clients de la salle, ils viennent 3,7 fois par semaine. Donc c'est notre problème, en fait, presque, je vais être honnête. Au niveau business, c'est un problème parce que c'est énorme. C'est qu'ils Mmh. viennent quasiment 4 fois semaine en moyenne. On a des Ouais, gens, ils viennent 6 fois. c'était ce que j'avais constaté, alors c'était pas via une box, mais c'était quand j'étais manager d'un club où en fait,
notre niveau de cours collectif était tellement bon qu'on engendrait du coup la surfréquentation. Et du coup, cette surfréquentation, ça engendrait non pas de la satisfaction, mais un mécontentement parce qu'il n'y avait plus de place. Et en fait, tu vois, quand la qualité du truc est trop bon, bah, malheureusement, tu aperçois qu'il y a des problématiques aussi. C'est ce que, ouais, non, mais voilà. Et Donc, ça, effectivement, comment tu essayes de gérer ça du coup? on a eu Parce ce que si je problème, hein. viens si je viens 3-4 fois par semaine, par contre, bah, c'est que je dois me sentir bien, je dois aussi avoir des résultats. Enfin, il y a aussi quand même des effets positifs, tu vois, dans le truc. Ah non, non, mais c'est là maintenant, on est assez stable et on arrive maintenant à anticiper l'afflux des gens, si on a un afflux des gens, mais on a eu une époque un gros souci là-dessus où effectivement les gens venaient vraiment beaucoup trop comparé au nombre de cours, de dispo ou de créneaux horaires disponibles en fonction de la population. Ouais. Et quand je te dis trop, c'est des listes d'attente, tu vois, avec 12 personnes, etc., sur, tu vois, tous les créneaux. Mais c'est arrivé d'un coup, en fait. On l'a pas vu venir à ce moment-là la première fois. Mhm. Les gens arrivaient chez nous, tu vois, et puis ils restaient, on n'en avait pas qui partaient, en fait. Et vu qu'on était en expansion, voilà, en gros, on l'a pas vu spécialement arriver, c'est vraiment arrivé d'un coup. Et là, bah, à l'époque, j'avais pas de solution parce que je pouvais pas augmenter les cours, parce que j'avais pas les fonds pour avoir un autre coach, parce que voilà, c'était pas possible. J'avais pas de temps pour pouvoir aller faire d'autres coaching ou autre. C'était impossible. Donc, ce qui s'est passé, ben, c'est qu'on a perdu du monde. Ouais, clairement, on a perdu du monde. Ils sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas s'inscrire. Et Mhm. donc, une fois que ça s'est restabilisé un petit peu, j'ai pu commencer à bosser, tu vois, pour éviter que ça se reproduise, quoi. Mhm. Comment je fais pour que donc à ce moment-là, je sais que j'avais décalé, j'avais créé en gros le soir un 4e cours en décalant un tout petit peu mes horaires, en fait, par exemple. Mais ça, je pouvais pas le faire au tout début parce que, bah, je pouvais pas rajouter un créneau horaire, c'était pas possible. Vu comment je me fonctionnais moi, dans ma salle ou quand j'avais mes prépas, enfin, ouais, il y avait plein de paramètres qui faisaient que c'était pas possible à ce moment-là. Parce que j'avais pas anticipé. Mhm. Donc c'était directement de ma faute à la base, tu vois? Heu, mais maintenant, voilà, maintenant en tout cas, on va avoir des cours qui vont être vraiment très, très pleins. Ça va être quoi? 17h45 ou 19h, mais je pense comme Mhm. toutes les salles, hein, à peu près. Ouais. Ou là, mais au maximum, tu vois, on va monter à 4 ou 5 personnes sur liste d'attente au max, quoi. Et généralement, en plus, dans ces 4-5, c'est des gens qui sont déjà à la séance inscrite peut-être, je sais pas moi, à 16h ou à 20h, mais qui préfèrent venir à 19h. Ah Tu oui. vois, donc ils espèrent quand même qu'ils Ok. vont avoir une place. Voilà. Comment tu gères ton emploi du temps aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, honneur de boxe? Beh, comme tu disais, alors si j'avais que la boxe là actuellement, ça irait. Mais comme tu l'as dit au tout début, j'ai monté une boîte de matos, de vente de matos en même temps. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on vienne à monter une boîte qui vend du matériel? Alors c'est un truc qu'on faisait déjà nous avant. On a équipé en fait des salles entièrement en fait à la base, mais Et ça si t'est tu veux, venu comment ça? au tout début, Ouais. heu, c'était la fois où quand on a déménagé justement dans la plus grande salle, si tu veux, moi je voulais reprendre la même marque que j'avais, mais ils avaient fermé en fait. Et donc je regardais un peu les tarifs qui se faisaient partout et bon voilà, je comprenais pas vraiment, tu vois, les prix parce que, bah, je me suis renseigné évidemment d'où ça venait et ça vient tout du même endroit, hein, donc c'est de l'hypocrisie après, hein, de dire, c'est toutes ces marques, made in France ou made in US ou je sais pas quoi. Oui, il y a quelques articles qui fabriquent et encore les Américains maintenant, ils fabriquent un peu plus quand même. Mais en France, tu enlèves les racks, heu, peut-être Palini ici qui fabrique, pas mal de choses, mais qui sont dans un budget tellement extrême, voilà, tout le reste, ça vient du même endroit. Enfin, après, bon. Donc moi, je me suis renseigné là-dessus, je me suis dit, bah, d'où c'est fabriqué, comment c'est fabriqué, et cetera. Et à l'époque, je me suis associé avec quelqu'un pour monter, une autre box
Et donc, on voulait s'équiper aussi. Donc, ça tombe bien. Moi, je changeais, je me déplaçais la mienne. Et en même temps, on ouvrait une box dans une autre ville. Donc, je me suis renseigné un peu. J'ai payé quelqu'un en Chine pour aller vérifier en fait certaines usines avec qui on m'avait mis en contact. C'était un honneur de salle de La Réunion qui m'avait mis en contact avec cette personne. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était Damien Stiman. Je crois que j'avais échangé avec lui sur Facebook Ok. et qui m'avait mis en contact avec une première personne. Ouais, c'était ça. Et ouais, en gros, j'ai payé quelqu'un sur place pour qu'il aille vérifier le matos, etc., comment ça marche. Et puis, bah, banco, quoi, on a dit, vas-y, on y va. Et donc, on a acheté notre matos pour notre salle quand on déménageait et pour l'autre salle qu'on installait là-bas. Ça s'est très bien passé, très très bien passé. J'ai encore le même matériel, ça fait 5 ans, je sais pas bouger d'un millimètre. C'est même plus solide que beaucoup d'autres choses, donc non, on n'a aucun regret là-dessus. Et pendant le confinement, en gros, bah, pareil, je te dis, vu que j'aime bien anticiper quand même un peu par la suite, quand je le vois, Tu as senti je qu'il me y avait suis une opportunité de business là pour le coup. je me suis dit, alors je l'ai vu plutôt comme un truc pour me protéger au cas où ça dure trop longtemps et que l'État, par exemple, ne fasse pas d'aide ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Au début, personne ne savait vraiment ce que l'État allait te donner, ce que l'État allait faire. C'était un peu le néant. Donc, je suis parti de ce principe-là, j'ai pris un crédit et puis bah, voilà, j'ai importé du matos en quantité que j'ai stocké à côté de ma salle dans des conteneurs. Et puis ouais, c'était bien parti pendant le confinement, évidemment, parce qu'il n'y avait plus rien partout. Donc là, je vais te dire que j'avais Et pas toi, besoin de faire de tu as pub, hein. réussi à avoir t'as réussi à avoir du stock? Ouais, mais parce que ça. Alors, c'est pareil, c'est pas rentrer dans le débat de la crise Covid et compagnie, mais voilà, la Chine n'a pas du tout été bloquée autant de temps qu'on Ouais. aime bien le dire, quoi. Bon. Et les usines n'ont pas vraiment arrêté de tourner, on va dire. Voilà. Donc non, ça a été plus long que avant, certes, quand même, parce qu'ils étaient débordés, mais pas Ouais. parce qu'ils étaient fermés. Parce qu'ils ont, par exemple, l'usine avec qui je travaille maintenant, elle a triplé sa surface. Donc non, la crise a été quelque chose pour eux extraordinaire. Mhm. Donc Bah, quand non, tu vois non. les chiffres, moi je m'intéresse un peu à tout ce qui est bourse et tout. Et puis quand je voyais les chiffres, par exemple d'Alibaba et tout, je me dis, bon, ça va, ça s'est plutôt bien passé, tu vois, pour eux. Non, mais tu vois, voilà, les gens ont été tellement influencés par voilà, tout ce qu'on leur a mis dans les médias, etc., sur la situation, que c'était vraiment la crise du monde entier. Non, c'est pas la crise du monde entier, c'était la crise des Occidentaux, ok. Mais après, la Chine n'a jamais autant carburé. C'est pas. Enfin, tous les gens achetaient. Ils achetaient sur où? Quand tu achètes sur Amazon, tu achètes où? Tu achètes en Chine. Donc, ça soit fabriqué. C'est pareil. Donc, du coup, tu montes bah, maintenant, du coup, tu as créé une autre entité et tu vends à quel type de particuliers On fait les particulier? deux. Ouais, ok. Ouais, on fait les deux. Le plus gros chiffre d'affaires qu'on fait quand même, c'est la salle directement. On équipe en entier parce que là, on a équipé. Maintenant, on doit être à 7 ou 8 salles équipées. Et voilà, effectivement, t'équipes en entier, ça fait du volume, hein. Donc, le particulier, comme je te disais, on est tout neuf, on n'a pas fait de pub vraiment plus là-dessus. Moi, je suis plein de trucs à gérer, donc j'ai pas non plus un énorme temps à gérer sur la communication. Mhm. Donc, on n'est pas très très développé sur le particulier. Ça tourne, tu vois, quand même. On va faire 1 ou 2 colis par jour, mais voilà, ça va s'arrêter là pour l'instant. Mais bon, là, pareil, je viens de recruter quelqu'un qui commencera dans quelques mois et qui, lui, va taffer vraiment dessus. Donc, je pense que ça devrait le faire parce que voilà, on propose un rapport qualité-prix voilà, qui est bien sympathique. Voilà. Notre seul souci, c'est le transport, voilà, qui est très cher en France actuellement. Donc, voilà. T'as pas pensé au drone? Ah, c'est chiant, hein, les barres d'haltéro en drone, c'est compliqué. Non, j'ai pas, mais je me suis pas, comme je te dis, ouais, encore une fois, sans parler des drones, effectivement, mais je me suis pas encore vraiment penché sur comment
vraiment développer ce e-commerce totalement. Excellent, excellent. Tu nous as dit que tu avais en parallèle monté une deuxième box. Ça s'est fait comment ça? Tu t'ennuyais et tu t'es dit, bah, tiens, il me reste encore 1 ou 2 heures dans ma semaine. Ouais, c'était à peu près ça. Ouais. Comment c'était? C'était à l'époque, au tout début, dans la première salle, j'avais pris un BGEPS en formation, Mathieu Reynaud. Et ça s'est super bien passé avec lui. C'était un bosseur. Et voilà, il était d'Angoulême. Et moi, j'avais déjà l'idée, si un jour j'avais le temps, etc., de monter une salle à Angoulême à ce moment-là. Donc, on a monté une salle à Angoulême, voilà, avec lui qui était le gérant vraiment là-bas. Ok. Donc, voilà, ça s'est super bien passé au début. Et puis après, il a voulu passer un peu à autre chose. Il y a eu des soucis personnels, etc. Mais voilà, en gros. Donc là, aujourd'hui, c'est toi qui gères les 2 box ou vous avez Non, arrêté? non, non. Nous, on a justement, on a vendu, si tu veux, avant. Voilà. Ok. Et du coup, quelle est toi ta vision aujourd'hui du CrossFit, ta vision un petit peu de tout ça? Étant donné que tu es quand même implanté depuis voilà, 10 ans, c'est quoi ta vision des choses avec ce qui s'est passé avec CrossFit, les changements, etc. Comment tu vois la chose aujourd'hui? Bah, le premier truc, c'est que déjà, on n'est pas vraiment dans CrossFit, tu vois, même si on est honneur de boxe, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans CrossFit, les flux, les vrais objectifs de fond de la société. C'est une société, donc automatiquement, ils sont là pour faire de l'argent, pour que la société tourne. Donc, il ne faut pas être hypocrite là-dessus. Après, ce que je peux dire, c'est que ça a beaucoup évolué, ça c'est sûr et certain, depuis le début. Mais pas que CrossFit, même les gens maintenant qui ouvrent des salles. Tu as beaucoup moins de passionnés qui ouvrent des box. C'est beaucoup de gens où ils pratiquent, où ils ont un peu d'argent, ils se disent, ou voilà, ils voient qu'il y a du monde parce qu'il semble qu'il y ait du monde, donc ils ouvrent une salle. Là, ouais, tu as quand même beaucoup de nouvelles générations. C'est pas la même démarche. Voilà. Je dis pas que c'est mauvais ou autre. Alors là, je juge pas. Et puis voilà. Ça va pas changer grand-chose de comment on fonctionne nous, donc c'est pas. Mais ça a changé en tout cas là-dessus. Par exemple, c'est vrai moi, je sais quand j'ai ouvert, j'ai été visiter pas mal de box, par exemple. Tu vois. J'ai même refait pendant le confinement, on a même refait une tournée des salles pour voir comment elles avaient évolué, etc. Aussi, on a filmé ça avec un adhérent justement. Là, depuis 5 ans, je crois que j'ai pas vu une seule personne qui est venue, tu vois, par exemple, pour échanger ou discuter sur ça, en fait. Et j'en discutais avec les autres honneurs que je connais. C'est pareil, tu vois, il y a plus cet échange ou ce pré-échange, on va dire, avant de monter un projet sur une salle de CrossFit. C'est devenu un peu banal, presque, tu vois, un peu. Il y a plus côté roots, je sais pas, un peu, je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, c'est devenu vraiment, c'est peut-être devenu globalement un peu trop uniquement business, peut-être, je sais pas, je sais pas trop. Après le débat entre les CrossFit Games ou l'action de CrossFit, est-ce que il faut qu'ils aillent plus vers le sport santé, plus vers les athlètes? Moi, j'ai envie de dire, je pense que tout est important parce que l'image est importante et puis le fond est aussi important. Donc, je suis pas sûr qu'aller plus vers un côté par rapport à l'autre, ça soit intéressant. Je pense pas. Parce que oui, tu peux vendre chez toi en disant oui, c'est du sport santé, etc. Parce que les gens regardent, c'est des vidéos des athlètes qui bougent. Tu peux dire ce que tu veux. C'est un peu comme tous les sports. Quand tu regardes du foot, tu ne regardes pas le match de 4e division qui s'est passé le week-end dernier. Donc, Tu regardes le PSG contre le Real. ouais, voilà. Ça va faire plaisir à un de mes adhérents là, qui est archi fan. Ça va. Et comment toi, c'est quoi ton futur pour toi par rapport à tes business? Donc, dans quelle direction tu veux aller dans les prochaines années?
si tu me donnes toutes les possibilités comme ça, là, directement, j'ai envie de te dire, j'aimerais pouvoir avoir quelqu'un qui soit vraiment responsable, tu vois, de la salle, vraiment. Que toute cette partie paperasse, en gros, voilà, j'y touche pas. Voilà, ça, c'est un truc que ça, j'avais pas imaginé au début, qu'il y en aurait autant. Voilà. Ça, c'est Merci la France. ouais, non, mais oui, bah, ça. Mais enfin bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Donc, ouais, tout à fait. jamais, voilà, j'aurais pensé que je passerais autant de temps avec ça, autant dans les démarches Tu clients pour continues les. à faire de l'opérationnel? Tu continues à faire des coachings? Ouais, j'en fais très peu, et puis mes adhérents te diront que j'en fais quasiment plus. Mais j'arrive à coacher entre 8 et 10 heures par semaine avec les WOD d'endurance ou les WOD classiques du soir. Je pourrais pas ne plus coacher. C'est pas possible, si tu veux. Moi, j'aime ça. Et si tu me donnes la possibilité, comme je te dis, bah, je coach plus, par exemple, mais je m'occupe pas de cette partie-là, quoi. J'arrive à avoir trouvé quelqu'un qui est motivé pour faire ça, parce qu'il faut être honnête, faut être motivé pour faire ce truc-là uniquement, tu vois, si t'es pas gérant, tu vois. Mhm. C'est, ou alors ça veut dire payer quelqu'un de très responsable, entre guillemets, mais il faut avoir les moyens de le payer, donc il faut avoir les fonds pour avoir ce genre de personne qui gère ce poste. Donc, ouais, mais en gros, ouais, comment je le vois à l'avenir, ça serait ça. Ça serait quelqu'un qui s'occupe vraiment de cette partie-là, que je m'en occupe plus, que je puisse passer plus de temps avec les adhérents aux proches Mhm. dans les cours. Et derrière, après, j'ai un autre projet que j'aimerais, une extension, on va dire, de la salle, voilà, que j'aimerais appliquer. Ok. J'aimerais faire venir quelque chose dans ma ville qui commence à pousser un peu, tranquillement en France, mais voilà, c'est un truc que j'aimerais installer. Voilà. Mais pour Ok. l'instant, il faut que je stabilise un petit peu tout ça. Ok. 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 Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux professionnels ou aux coachs qui nous écoutent et qui aimeraient monter une box CrossFit ou un centre prépa physique de coaching? Quel conseil tu pourrais leur donner? Ben, le premier conseil que je dirais, c'est vraiment aller bien se renseigner autour avec ceux qui ont déjà vécu le truc. Donc, tu vas peut-être te prendre des mauvais retours par des gens qui ne voudront pas échanger, mais tu as toujours des gens qui veulent échanger. Et ça, je pense que rien ne remplacera l'expérience de terrain. En fait, tu peux lire autant de trucs que tu veux, tu peux regarder autant de vidéos que tu veux. La situation que tu vas vivre, peut-être, elle ne pourra pas être expliquée en vidéo. Par contre, quelqu'un l'a peut-être vécu. Donc, ça, pour moi, c'est le premier truc et je fonctionne beaucoup comme ça. Et donc, ouais, le premier truc, ça serait ça, d'essayer de vraiment d'échanger le plus possible, mais pas que sur le côté sportif. Sur le côté, évidemment, chef d'entreprise. Donc, pas besoin d'aller forcément voir une box de CrossFit, tu vois, j'ai envie de te dire aussi. Tu peux Mhm. très bien aller voir une salle de laser game ou une salle de je sais pas quoi, parce qu'ils vont pouvoir t'aider dans le sens où ils accueillent du flux et ils font de la vente additionnelle aussi à côté. Ils Mhm. font de la communication pour faire venir. Eux, c'est des gens des secteurs qui ont besoin d'avoir un gros turn. Tu vois, c'est pas un abonnement, donc c'est pas la même com, mais c'est des choses qui peuvent être super intéressantes pour faire venir du monde chez toi aussi. Et la gestion de ton temps entre l'accueil, la vente, ça, c'est des petits trucs, tu vois. Par exemple, moi, je sais qu'on a beaucoup développé ça, le côté accueil bar, entre guillemets. On l'a beaucoup amélioré grâce à des échanges que j'ai pu avoir, tu vois, avec ces secteurs-là. Parce que, voilà, toi, dans ta salle de CrossFit, tu fonctionnes pas comme ça. C'est pas ce que tu as envie de faire principalement et c'est pas ton activité mère. Mais si Mhm. tu veux développer ton activité principale, eh ben, il faut que tu aies plus de fonds. Et donc, pour avoir plus de fonds, il faut que tu ailles chercher aussi de l'argent où il y a de l'argent. Parce que tu peux dire ce que tu veux, tu restes une entreprise. Mhm. Faut pas se voiler la face non plus. Il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre quelque part. Donc, le job, c'est voilà, tout ça, je te dirais principalement. C'est quoi tes meilleures stratégies pour te faire connaître? Mes adhérents, ça, Comment tu fais pour justement pousser au bouche à oreille, au parrainage ou des choses comme ça? euh, on va alors au début, parce que maintenant, on pousse, mais vraiment plus du tout. C'est les gens qui ont envie de ramener leurs amis.
tu vois. Donc maintenant, mais au tout début, qu'est-ce qu'on a fait? Tout bêtement, à force d'être proche d'eux, tu échanges pas mal avec eux, donc tu tisses des liens, un peu de proximité et voilà, tu rentres pas dans leur cercle d'amis, c'est prétentieux, tu vois? Mais tu deviens assez proche pour leur dire: tiens, ça serait cool que tu, fasses, venir, tu vois, ta femme, ça serait cool que, tiens, tu as un pote qui aime faire du sport, ramène-le». C'est c'est cet aspect proximité qui nous a fait venir le plus de monde, vraiment. Donc c'est le fait d'être proche de tes adhérents, dans mon cas en tout cas, heu et de discuter avec eux précisément et de placer un petit truc, «Tiens, vas-y, ça serait cool que tu viennes le faire essayer», tu vois? Ça, c'est le premier truc. Après, maintenant, je te dirais, c'est, les réseaux sociaux, ça, c'est sûr, mais ça t'amène pas les mêmes types de population. Mmh. Heu, Par exemple, au tout début, avec le fait qu'on n'avait pas trop de réseaux sociaux, les gens que tu ramenais, ça allait être des gens qui allaient être très impliqués dès le début. Parce qu'ils avaient déjà quelqu'un en accroche, qui leur expliquait tout, et cetera. Et puis toi, tu remettais une deuxième couche, et ainsi de suite. Avec les réseaux sociaux, c'est des gens qui n'ont pas forcément de proximité, qui sont pas forcément plus que ça renseignés sur le CrossFit. Donc ils débarquent un petit peu comme s'ils étaient dans n'importe quelle salle de fitness où ils n'allaient pas forcément avoir un groupe, de la cohésion. Ils ne sont pas renseignés plus que ça sur ce que c'est. Donc pour les garder, pour les fidéliser, tu as plus de travail à faire avec ces gens-là. Parce Mmh. qu'il faut que tu les piques un peu au CrossFit, quoi. Tu vois. Donc, C'est quoi votre process commercial, vous? Vous fonctionnez comment? alors, il y a plusieurs possibilités pour essayer. Déjà, on a mis sur notre site internet un bouton où ils cliquent dessus et ils ont juste à mettre leur mail et leur téléphone. Ils peuvent tout de suite faire une séance d'essai, s'ils veulent, sur les créneaux disponibles. Ou alors par téléphone, effectivement, on prend des rendez-vous, et cetera. Une fois qu'ils ont essayé dans tous les cas, ils ont des fondamentaux à passer. Donc c'est 3 séances d'initiation à faire, où ils voient toutes les bases. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Et ils peuvent les faire une deuxième fois s'ils jugent que c'est nécessaire, ou si nous, on juge aussi que c'est nécessaire. Mmh. Bon, c'est assez rare, quand même, mais c'est arrivé où effectivement il y avait des gens qui partaient de très, très loin et pas dans la perf, hein, c'est pas la perf, tu vois? C'est la compréhension motrice de leur corps. Ouais, le schéma C'est corporel était voilà, pas là, quoi. on avait un petit peu peur que, voilà, il se fasse tomber quelque chose sur la tête sans faire exprès, certains, mais voilà, après ça l'a fait, hein, mais donc des fois on leur fait refaire. C'est compris dans le prix, des fondamentaux et derrière après ils choisissent, de prendre un abonnement soit trimestriel et tacite reconduction tous les mois derrière, Mmh. parce que ça a été une demande de nos clients, que ça soit tacite reconduction mensuelle, derrière et soit un annuel. OK. Voilà. Il y et a heu pas d'autres possibilités. et pour les fidéliser, est-ce que vous avez mis en place des choses pour améliorer justement le taux de rétention? Encore une fois, ça va vraiment être, le premier truc qui fidélise, nos clients, Faire c'est des soirées et l'ambiance dans terminer à les 3 heures du matin? alors, sans exagérer, pour certains, c'est quelque chose de très important. Ah oui, non, mais je veux Non, dire, mais ça, c'est sûr. au début, tu viens pour l'activité ou tu viens pour tes résultats, tu restes pour la communauté, pour les gens qui y a à l'intérieur, hein. Ouais, ouais. Donc Excellent. tu as des gens, ça va vraiment être ça, ça va être important. Donc comme tu dis, faire, du lien, des soirées et cetera. D'autres, ça va être quand même de les challenger toujours dans la progression. Donc pour ça, effectivement, nous, on a les WOD qui les challenge et on a plein de niveaux qu'on peut mettre dedans et cetera, bon, comme beaucoup de monde et en plus, on propose donc des accessory work qu'ils peuvent faire avant ou après, s'ils le souhaitent, en complément. Il y a des spés, nous, qu'on a mis en place un peu partout autour, mais on précise bien, c'est pas fait pour remplacer les WOD, hein, c'est un complément, justement, à cela. Là, on a mis en place des stages pour ceux qui veulent vraiment pas être athlètes, mais qui veulent se challenger et aller faire des compétitions. Donc, on va parler un petit peu plus stratégie, enchaînement, répétition, comment on bouge, etc. Donc, on va vraiment être plus sur cette fonction-là.
Donc ça, c'est Donc ça, c'est des… c'est des offres en plus, complémentaires. Ouais, ouais. Mais Mhm. si tu les proposes pas, bah, il y a des gens, voilà, c'est des choses qu'on a proposées. Pour dire, le premier qu'on a mis en place, par exemple, ça a été plein en, je sais pas, une après-midi, tu vois, ça s'est rempli. Et pourtant, on n'a pas expliqué plus que ça ce que c'était. On a fait une descriptif, évidemment, mais Et c'était voilà, quoi? on n'est pas C'est non une plus… sorte de workshop sur un temps donné ou c'est plus sur une période avec X séances à l'intérieur? Non, c'est repro. Tu as plusieurs qui vont avoir lieu dans l'année, mais quand tu t'inscris, c'est une Ok, séance. ok, Donc ok. ça, on met ça en place. La Euh, gestion de la programmation, comment vous faites, vous? Tu as mandaté quelqu'un ou chacun ou plusieurs coachs s'occupent de sa thématique ou comment vous organisez? donc là, maintenant, j'ai un de mes coachs qui s'occupe que de ça, enfin que de ça, il s'occupe de faire la planification de la salle, vraiment. Et il s'occupe en plus aussi, lui, de faire la planification de l'aspect gymnastique, Ok, donc l'aspect gym. Moi, core grip, endurance. Un de mes autres coachs va s'occuper de l'aspect haltéro et un autre coach spécialiste en powerlifting. C'est Clément Boudin, il est champion de France en power, donc ça nous aide bien, tu vois, là-dessus. mhm. Donc lui, il s'occupe de la partie powerlifting aussi. Excellent, excellent, excellent. Comment tu fais, toi, Ludo, pour continuer à t'améliorer tous les jours, à la fois avec ta casquette de chef d'entreprise ou également de coach? Euh, je regarde beaucoup de vidéos la nuit, tu vois, de plein de choses pour… ouais, en ce moment, clairement, je suis plus sur… j'essaie vraiment de me développer dans la communication, management, marketing, parce qu'on va commencer à être un peu, entre guillemets, et, voilà, j'ai des choses à apprendre là-dedans et à voir là-dedans. Au niveau du coaching, vraiment, je suis toujours en fait 2-3 gars qui sont pour moi toujours un petit peu en avance. Et généralement, voilà, le fait de suivre ces gens-là, en fait, ça me permet de voir à peu près tout ce qui va arriver globalement par la suite. Donc, ça là-dessus, c'est assez simple, parce que j'aime bien ça en plus, donc ça va vite. Et le dernier truc, c'est je suis coaché, entre guillemets, par quelqu'un qui gère un peu voilà, les entreprises, qui aident à passer des caps dans des trucs, à trouver des petits fonctionnements. Voilà, donc ça, moi, j'ai mis ça en place, j'ai fait une demande là-dessus et je suis suivi pour ça. Et c'est des choses qui sont importantes pour moi et je pense qu'il est très importante pour beaucoup de monde si tu veux passer un cap à un moment donné dans quelque chose, quoi. Parce que voilà, j'ai eu un problème A, j'ai essayé 20 solutions pour résoudre ce problème A, mais elles venaient toutes de moi et j'avais peut-être pas la vision, enfin, j'avais pas la vision justement correcte pour pouvoir résoudre ce problème, on va dire. Et cette personne-là a pu l'apporter. Tu avais à l'époque cette vision de vouloir développer des choses, être entrepreneur ou c'est venu au fur et à mesure? J'ai créé quelque chose, je pense, ouais. Développer, non. Développer, Est-ce que tu pensais que c'était plus facile pour développer un business ou au contraire, ouais. tu Ouais, ouais, clairement, dans ma tête au tout début, pour moi, le plus dur, c'était la création. Tu vois, c'était vraiment se lancer, en fait. Mmh. Et voilà, enfin, voilà, pour moi, c'est sûr et certain que c'est pas du tout la création ou se lancer. Pour moi, ça, c'est enfantin presque, j'ai envie de te dire vulgairement. Mais le développer, ça, c'est une prise d'énergie énorme. Voilà, énorme. Voilà. Aujourd'hui, Ouais, sur une semaine, tu prends combien de temps pour développer cette partie, on va dire, enfin, sur ta box, ton centre et tout, ça te prend combien de temps dans la semaine? ça prend largement la moitié de mon temps. OK. Ouais, 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 C'est largement. c'est quoi ton échec préféré? Mon échec préféré, il y en a plein, quoi. Mon échec préféré, alors je vais te dire, j'ai prévu, alors OK, ça va être celui-là. J'ai fait mon petit papier, donc j'ai dit: «Aujourd'hui, je fais ça».
Et puis, le soir, mon petit papier, il y a un truc qui n'est pas coché. Voilà. Voilà. Et ça, tous les soirs, tu te fixes des objectifs pour le lendemain? En fait, ouais, là, par exemple, en face de moi, j'ai un tableau où j'ai toutes mes tâches que je dois faire. Et je me crée en plus un petit papier dans la journée. Généralement, je le fais la veille pour le lendemain, de ce que je veux absolument faire et ce que j'aimerais faire. Ok, Voilà, tu vois. excellent. Mais ce n'est pas forcément sur ce papier que les trucs du boulot précisément. Ça peut être des fois aussi, je vais pouvoir rajouter simplement un truc tout con, hein, mais aujourd'hui, tu passes 1 heure, tu vois, avec tes adhérents. Tu vois. Hmm. Tu vois, je l'oblige, c'est pas une obligation parce que c'est un vrai plaisir, mais quand je vois, tu vois, mon temps, etc., je me dis, est-ce que je vais vraiment avoir le temps ou pas, tu vois. Donc je me le mets, comme ça je me dis c'est une tâche à faire et c'est un plaisir de le faire, mais voilà. Et comment tu fais pour gérer ta vie pro avec tout ce qu'il y a à côté, enfin, avec tous les différents business du coup, et puis ta vie privée, vie pro, vie Ça arrive pas privée? très bien. Ça arrive pas très bien. Maintenant, je sais couper le week-end mon téléphone, globalement, tu vois, pour le travail. Ça a été très dur et très long, parce que j'avais toujours l'impression de passer à côté de quelque chose, clairement. Donc maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est si je pense à quelque chose, parce que j'arrive pas à ne pas penser, tu Hmm. vois, j'y arrive pas. Donc si je fais ça, je prends un papier et je note, tu vois, tout de suite le truc, mais je vais pas chercher à le développer ou me renseigner tout de suite. Je vais attendre le lundi et puis voilà. Ok. Est-ce que Voilà. tu aurais une ou deux ressources à nous partager? Que ça peut être un livre qui t'a beaucoup inspiré ou que tu recommandes beaucoup, ou une chaîne YouTube, un podcast, ou de personnes qui sont à la fois soit dans je sais pas, dans le business, dans le coaching, ou dans n'importe quoi qui te fait progresser. Tu pourrais nous partager. Euh, un truc que j'aime bien, je vais te dire, alors, qui n'a pas grand-chose à voir directement, mais je te dirais, c'est l'interview de Jacques Brel. Ok. Ça a été On, fait il y on a peut la retrouver sur ouais, YouTube? sur YouTube. Allez, ouais. C'est une interview qui dure à peu près 45 minutes, je crois. Et ouais, c'est une interview qui me correspond pas mal, d'une part, parce que je me suis retrouvé dans pas mal de choses. Et ouais, c'est un truc, ouais, qui me booste, qui me motive, qui me fait penser aussi qu'il y a des gens qui pensent comme ça des fois aussi, qui ont ces genres aussi de problèmes, parce qu'il parle aussi de problèmes dedans. Et donc ouais, ça fait du bien, entre guillemets, de voir le bien, le mal, les méthodes, pas les méthodes de ce gars-là. Moi, voilà, je suis assez fan de ce personnage. Ok, top. Au moins, c'est une ressource parce que souvent, on propose les mêmes livres. Là, je suis sûr qu'au moins, je ne suis pas sûr de la retrouver, celle-ci, cette ressource. Donc, merci, merci beaucoup. Est-ce que tu as une dernière chose à nous partager à toutes les personnes qui ont tenu jusqu'au bout et qui nous écoutent? Merci d'avoir écouté jusqu'au bout déjà. Je sais pas combien de temps. Non, c'était super intéressant. C'était super intéressant de voir un peu comment on peut partir. Voilà, au début, on part d'une idée et puis tu vois, une idée en amène une autre et puis une autre. Et puis voilà, ça fait 10 ans que tu es là, quoi, tu vois. Et ça, c'est super inspirant, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, en sachant que, on va dire, dans le milieu du coaching, je pense que je dis souvent qu'un coach dure, c'est quoi la carrière d'un coach, c'est 2-3 ans et après il arrête parce que voilà, soit il n'a pas réussi à trouver de clients, soit il n'a pas trouvé, enfin voilà, il s'est aperçu que ce n'était pas fait pour lui. Donc je trouve que c'est inspirant et c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire ce podcast, c'est de dire à tous ceux qui nous écoutent que voilà, c'est possible, quoi. Ouais, clairement, mais comme tous les gens qui ont des projets, je pense, voilà, si tu as un vrai projet, il faut y aller, tu vois. Mais enfin, c'est un peu ce que disent toutes les personnes qui réalisent leur projet. C'est de toute façon, tu as un truc, tu veux le faire, voilà, tu y vas. Mais il faut mettre les moyens effectivement en place, ça ne va pas tomber tout seul, tu vois. Mais si tu as vraiment un projet et que tu as envie de le faire, il faut y aller. Ça, c'est Excellent. une évidence.
Ouais. Merci en tout cas, Ludo. Je t'en prie, merci. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et si Alors, Ouais, je sais pas, il y a un double. Si on veut regarder pour ton matériel ou autre, où est-ce qu'on peut les amener? notre site expressionathlétique.com, tout simplement. Une page Facebook, une page Insta qu'on vient juste de lancer aussi. Donc, Okay. on peut voir un peu tout ça et avec grand plaisir. Bon, ça marche. Je mettrai tout ça de toute façon si vous êtes intéressé dans la description. Donc, n'hésitez pas à contacter Ludo. Voilà, si vous avez le projet de créer une salle ou éventuellement de changer de matériel, je pense qu'il pourra vous aider. Merci Ludo, en tout cas, c'était super cool. Pensez à mettre un 5 étoiles et puis un petit commentaire là où vous regardez, où vous écoutez du coup ce podcast. Et puis, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci Ludo et au plaisir. Et merci Andy. Ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.